Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu les technologies pour chaque couche. Ok. Alors, pour la couche DAO, on va utiliser plutôt... Alors, je vais changer un petit peu la couleur. Pour la couche DAO, on va utiliser plutôt Spring GPA. Spring Data GPA. Ok. Spring Data GPA. C'est pas du GPA, c'est du Spring Data GPA. C'est du Spring. Ok. Ok. Quels sont les points forts de Spring Data GPA? Vraiment par rapport à quoi? Par rapport à GPA. Parce que en termes d'historique de la chose, il y avait Driver, MySQL Driver. Par la suite, il y avait ce qu'on appelle les frameworks ORM, Hibernate Toplink. Par la suite, il y avait le standard GPA. Et en fin de compte, maintenant, on est dans l'ère de Spring Data GPA. Okay. Donc, Spring Data GPA, deux grands points forts. Déduire les requêtes à partir de signature de méthode. Signature de méthode. Ça, c'est le premier avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour trouver une commande en se basant sur la référence, il suffit de faire find by reference. Et automatiquement, la requête qui est selectatoire from command where c'est point référence égale à référence va être automatiquement générée. Select find by reference like and total less than. Automatiquement, la requête qui est selectatoire from command where c'est point référence like la valeur en question and total inférieur va être automatiquement générée. C'est ce qu'on appelle la possibilité de déduire la requête en se basant sur la signature de méthode. Bien évidemment, si vous n'avez pas mentionner une requête noir sur blanc. Ça veut dire qu'une fois une méthode, vous soulignez arrobas query, ça veut dire c'est à vous de faire la query. Mais si vous ne voulez pas faire la query, vous voulez que Spring Data déduit la requête, vous pouvez le faire sans faire le arrobas query. On va le voir dans la partie TEP. Alors, ça c'est la première option, le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de communiquer avec les bases de données NoSQL. Il y a plusieurs bases de données NoSQL, orientées documents, Mongo, Cassandra, je sais pas quoi, HBase. GPA, c'est un standard pour les bases de données SQL. Ok. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec les bases de données non SQL, tu ne peux pas le faire avec GPA. Il faut un autre framework, c'est Spring Data. Spring Data aussi permet de faire la communication avec les bases de données non SQL. Okay. Ça, c'est le deuxième grand avantage. Ça, c'est le numéro 2. Donc, dans la couche DA, on utilise Spring Data GPA et on vient d'énumérer les deux gros avantages de Spring Data GPA. Service. Service, on utilise plutôt quoi? On utilise Spring. C'est aussi sous le contrôle de Spring. Spring Boot. C'est pas très correct ce que je suis en train de dire. Spring Boot, c'est pas vraiment la couche service. C'est vraiment Spring Boot. Spring Boot plutôt, il s'éparpille sur l'ensemble des couches. Par exemple, pour pouvoir injecter la dépendance de service dans le web service, qui va le faire? C'est Spring Boot. Injecter, je sais pas quoi, injecter un objet qui s'appelle par exemple Persistent Context ou bien Entity Manager, c'est Spring. Sachant que Entity Manager c'est un objet de DAO, ok? Mais juste pour simplification, on dit que Spring Boot c'est la couche service. Mais vraiment Spring Boot, il existe dans la partie Spring Web Service et aussi Spring Data, ok? Alors Spring Boot, je vais dire un petit mot pour Spring Boot. Alors, Spring Boot, premier grand avantage, permet de simplifier les dépendances. Via ce qu'on appelle les startups. Alors, d'ordinaire, les dépendances de l'application, par exemple d'une application Java, sont typiquement gérées par ce qu'on appelle Maven. Il y a aussi son concurrent qui s'appelle Gradle. Okay. Mais Maven, il souffre de deux problèmes. Beaucoup de dépendances, par exemple, pour faire GPA, il faut Hibernate Validator, il faut Hibernate au moins 3 dépendances. Okay. Donc, à un moment donné, tu vas finir avec un grand fichier .xml qui contient les dépendances. Okay. Automatiquement, c'est Maven qui va automatiquement vérifier est-ce que les dépendances existent. S'ils n'existent pas, il va les télécharger. C'est ce qu'on appelle le validate, okay? Le goal validate de Maven. Okay? Mais à un moment donné, on va finir avec un grand fichier .xml qui contient énormément de dépendances, plus toujours aussi le versionning entre les dépendances. Okay?
Donc, d'où l'intérêt de ce qu'on appelle les starters de Spring Boot. Spring Boot, un petit peu, essaye de monopoliser même cette partie de dépendance en masquant un petit peu les dépendances de Spring Boot, de Maven, et en introduisant les starters. Un starter, c'est quoi? C'est un ensemble de dépendances. Plus, vous n'avez pas le besoin, vous n'êtes pas obligé de spécifier la version. Parce qu'automatiquement, une fois que tu fais, par exemple, GPA, Spring Data GPA, avec MySQL, avec Spring Web, c'est même pas la peine de spécifier les versions. C'est à lui de spécifier, c'est à lui de déduire les versions. En se basant sur ce qu'on appelle un pont parent. Okay? Donc, ça, c'est le premier grand avantage de Spring Boot. C'est ce qu'on appelle les starters. Alors, un autre avantage... Bon, un autre avantage de Spring Boot, c'est que dorénavant, on a un seul fichier de config qui permet de configurer toute l'application. Ça veut dire quoi? Autrefois, il y avait un fichier pour Hibernate ou bien pour GPA de configuration. Il y avait un fichier de configuration de Spring, c'est ce qu'on appelle Spring application.context, okay? De Spring, application.context.xml. À chaque fois que tu veux ajouter une technologie, il faut ajouter son fichier de configuration. Il faut que Spring soit conscient des autres configurations. Et ça engendre énormément de configurations, énormément de gymnastique à faire entre les frameworks. Okay? Maintenant, avec Spring Boot, il y a un seul fichier qui s'appelle soit application.yaml, soit application.xml, okay? Qui contient la configuration de la base de données, de serveur, de tout ce que vous voulez, centralisé dans un seul emplacement. Ce n'est pas la peine de configurer et de synchroniser les fichiers de configuration entre eux. Un autre avantage aussi très intéressant pour Spring Boot, c'est ce qu'on appelle le Embedded Server. Embedded Server. Autrefois, une application Spring vit au sein d'un serveur. Typiquement, ça a été à Tomcat. Okay? Ça veut dire que l'application, elle est dans un serveur. Okay? Ça veut dire que vous êtes dans une entreprise, vous avez 10 applications. Typiquement, vous avez 10 jars qui sont déployés au sein de votre Tomcat. Maintenant, si votre Tomcat ou votre serveur il est down pour une raison ou pour une autre, les 10 applications sont down. Maintenant, l'autre philosophie, c'est quoi? C'est que chaque application contient à l'interne un mini-serveur. Aussi un Tomcat. C'est ce qu'on appelle un embedded server. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque petite application, vraiment, il est indépendante. Une fois que vous avez l'application, il suffit de lancer l'application et ça marche. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'application et de le mettre dans le serveur et de faire fonctionner le serveur. Et c'est le serveur qui manipule les requêtes, qui gère les trades, etc. Maintenant, c'est l'application elle-même qui fait ça. Okay? Donc, chaque petite application, il est vraiment indépendante. Il suffit d'avoir l'application Spring Boot, tu lances le Go Spring Boot, okay? Spring Boot 2.run, entrée, Maven, MVN, Spring Boot 2.run, entrée, et automatiquement, tu auras votre application. Et au sein de l'application, elle est du serveur. Okay? Donc, ça aussi, c'est un grand avantage de Spring Boot. Ok. Alors, maintenant, dans la partie Web Service, on utilise Spring aussi. Alors, ça c'est du Spring Data, ça c'est du Spring Boot, ça c'est du Spring REST API. Comme vous pouvez nous deviner, on a énuméré deux types de web services. Web service, c'est soit appelle Simple Object Access Protocol et Representative State Transfer Protocol. Alors, ici, c'est du Spring REST. Spring REST API. C'est du Spring REST. Il permet d'exposer les web services, les services à l'extérieur, facilement avec des petites annotations, okay? Via le framework Spring REST API. Alors, par la suite, on va gérer les parties entités avec du GPA. Ce n'est pas du Spring Data GPA, c'est du GPA. Parce que autrefois, GPA vraiment, il détient cette entité et aussi la partie DA. Maintenant, Spring Data, il détient maintenant, Spring Data GPA, il détient cette partie. Mais bien évidemment, la partie entité reste intacte. Okay? Sauf si vous avez décidé de faire une base de données non SQL, et c'est à un moment-là, on ne va plus utiliser même GPA. Parce que GPA, ça permet de créer des tables dans la partie base de données, mais des tables SQL. Okay? Une fois que vous ne voulez pas SQL, vous voulez du non SQL, c'est plus du GPA. C'est du Spring Data qui va détenir le contrôle sur cette couche aussi. Maintenant, le DTO, qui est l'input et output de la partie web service, c'est du POJO, Plain Old Java Object, c'est ce qu'on appelle un POJO. POJO, il y a POJO, POJI. POJI, Plain Old Java Interface, et POJO, c'est Plain Old Java Object. C'est une classe Java classique. Okay? Les convertisseurs, comme on l'avait vu,
sont pas des classes Java classiques, mais plutôt sont des components, sont des objets, sont des beans dans dans la terminologie de Spring, c'est ce qu'on appelle un bean. Ok. Donc grosso modo, ça les technologies qu'on va utiliser pour pouvoir monter notre application.